Je suis avec mon nouvel invité, Omar Youssef Souleymane. Bonjour, vous êtes journaliste, opposant politique à Bachar el-Assad. Vous avez fui votre pays, la Syrie, il y a 13 ans. Et pour le point, vous êtes retourné dans votre pays natal, c'était mi-janvier. Quel était à ce moment-là votre état d'esprit après la chute de Bachar el-Assad qui date du 8 décembre 2024 ? Bonjour Anne-Emmanuel. En fait, nous sommes fous de joie de se débarrasser de la tyrannie d'Assad qui a condamné la Syrie pendant plus qu'un demi-siècle. Au moment de mon retour, quand j'ai traversé les frontières entre le Liban et la Syrie, c'était bouleversant, c'était très émouvant, c'était incroyable. J'avais vraiment besoin de temps pour réaliser que c'était la vérité et je n'étais pas encore en train de rêver. Vous pouvez imaginer que c'était la première fois où je voyais une Syrie sans aucune photo de la famille d'Assad, sans aucun checkpoint qui nous menaçait, qui nous C'est ça qui vous a frappé, c'est-à-dire effectivement cette Syrie sans photo de Bachar el-Assad. Il faut réexpliquer ou expliquer que le tyran syrien était partout. Vous savez, la Syrie, c'était comme pour la famille d'Assad, c'était leur propre Instagram, vous voyez. Ils postaient leurs photos partout pour incarner leur image sacrée dans l'esprit et la mentalité générale d'une génération à une autre. Nous, on était biberonnés à cette idée depuis quand on était petit. Et l'idée, ce n'est pas se débarrasser de photos, mais se débarrasser de l'idée de l'existence de cette famille qui a pris ce pays en otage. De retour en Syrie, le plus flippant, le plus frappant, le plus triste aujourd'hui, c'est qu'ils ont détruit ce pays. Oui. Aujourd'hui, alors j'ai quitté ce pays en 2012. Aujourd'hui, je reviens, je le reconnais plus, pas seulement au niveau de bâtiments, par exemple. Oui, à Homs, la maison de ma famille. C'est votre ville natale, Homs. En fait, c'est ma ville maternelle. Je suis revenu à le quartier où il existait la maison de mes grands-parents, par exemple, où on a grandi, où j'ai fait mes études. Ce quartier n'existe plus. Oui, c'est complètement ruiné par la famille d'Assad. Damas n'est pas encore touché, heureusement. Le cœur de la ville n'est pas détruit. Or, il y a ce changement des gens, en fait. Se trouve... il y a deux aspects en fait très remarquables que j'ai vus. Le premier, c'est la pauvreté. Ça vous a frappé ? Terriblement. En fait. C'est-à-dire concrètement, visuellement, c'est des gens qui mendient dans la rue, qui cherchent du pain. Énormément, surtout au niveau d'enfants. Vous voyez, c'est plus que 100 fois doublé depuis quand j'ai quitté la Syrie en 2012. Et c'est normal parce que la Syrie est, comme je viens de dire, est condamnée par une mafia. Oui, pendant toutes ces années. Et la deuxième chose, c'est l'extrémisme religieux. On va y venir. Oui, en fait, qui est bien visible et à Damas, pas trop à Damas, mais surtout à Homs. Avant de parler des dirigeants actuels, comment vous avez retrouvé les Syriens ? Quelle était l'ambiance ? C'était la joie, l'inquiétude ? Qu'est-ce qui dominait comme sentiment lors de ce voyage ? Deux choses, en fait. D'abord, la joie. Se trouve qu'aujourd'hui, à Damas, tous les jours qu'il y a des gens qui sont en train de danser, de faire les fêtes, jusqu'à l'instant, bien que ça fait plus que combien ? C'est plus que 2 mois qu'on s'est débarrassé d'Assad, mais en donc fait beaucoup de fêtes dans les rues à Damas, dans les bars, c'était ça l'ambiance ? Fêtes de dingue. Ouais. Donc, par exemple, dans le café Raouda, dans le café historique de Damas, il y a tous les soirs des gens qui on danse sur les chansons de la révolution qu'on répétait dans les manifestations où le régime dictatorial tirait contre nous, nous tuait en pleine rue. Aujourd'hui, ils sont répétés partout. Et ceci me suffit pour être extrêmement satisfait et pleurer de joie. Au moment où j'y étais. Deuxième sentiment qui accompagne le premier, c'est la peur. Les gens ont peur, ils ont peur de l'avenir parce qu'ils ont peur d'une guerre civile qui se déclenche, ils ont peur de la domination islamiste. Et là, quand je parle de cette peur, il est plutôt il est visible chez une minorité, pas chez la majorité syrienne. Autrement dit, en fait, on parle beaucoup des minorités religieuses en Syrie, mais je pense que la minorité la plus écrasée aujourd'hui, la plus menacée, c'est la minorité laïque, qui existe beaucoup, surtout à Damas, et surtout les jeunes, les jeunes damassiens. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont menacés, puisque le discours officiel est
rassurant. D'abord, il faut faire une grande différence en fait entre ce qu'ils disent, HTC ou le gouvernement actuel, et la réalité. Ils sont complètement séparés de la réalité. J'ai parlé à plusieurs d'eux en tant que journaliste. C'était vraiment de. Vous allez nous raconter ils vendent. Alors, et il y a de la manipulation là-dedans. Donc ce qu'ils disent, on s'en fiche complètement. Ce qui nous intéresse, ce qu'on voit en fait. Qu'est-ce que vous avez vu alors justement en contradiction avec les discours officiels? Voilà, la peur pour la liberté individuelle, c'est-à-dire la peur des femmes qui soient obligées de mettre le voile, ce qui est visible et ils ont raison, surtout les femmes chrétiennes et alaouites. À l'instant, j'ai plein de témoignages, des dizaines de témoignages dans la ville de Homs et la banlieue de Homs, des femmes alaouites et chrétiennes qui étaient menacées par le pouvoir sur place, bien sûr. On a environ 140 familles chrétiennes qui sont immigrées, ont quitté leur ville qui s'appelle Férouza dans la banlieue de Homs. Ça, c'est très dangereux et on n'en parle pas malheureusement dans le média. Donc vous nous dites que d'une part, il y a une pression du régime actuel sur les femmes pour qu'elles portent le voile. J'arrive. En fait, il y a les femmes, mais aussi il y a en général, la liberté individuelle, par exemple, les relations amoureuses sont extrêmement menacées aujourd'hui. On ne veut plus voir une femme et un homme ensemble dans la rue. Si cette femme n'est pas sa mère, sa fille ou son épouse ou sa sœur, il est tellement probable qu'il soit agressé par un membre de HTC aujourd'hui. Et j'ai croisé des dizaines, même des centaines de personnes qui vous ont raconté des histoires parallèles. Il y a la séparation entre les étudiants, les filles et les garçons à l'université. L'université Al-Rachid, par exemple, c'est entre Dara et Damas. Il y a la liberté d'expression qui est menacée. Donc, quand je parle de liberté, qui est un sujet très essentiel, contrairement à ce que certains intellectuels ou certaines personnes disent aujourd'hui que la priorité c'est l'économie et la sécurité, et effectivement ce sont des priorités, mais la liberté individuelle il ne faut pas, si vous voulez dire qu'il ne faut pas payer la sécurité et le pain au prix de la liberté, c'est ça, il ne faut pas sacrifier les libertés. L'idée est qu'on a payé très 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 cher pour arriver à ce moment-là. Rappelez-nous le bilan de la guerre civile syrienne. On a plus que la moitié de la population syrienne est entre immigrés, tués. On a plus que 60% de la Syrie est détruite pour se libérer du régime d'Assad. C'est pas pour retomber dans un régime dictatorial. Il n'est pas question. Oui. C'est pour ça, soit on gagne la liberté totale, soit il faut tout abandonner. Et en parlant des libertés individuelles, et je termine là-dessus, on a par exemple la liberté de blasphème. À l'époque d'Assad, moi j'ai blasphémé beaucoup au corps bien sûr c'est partout. C'était toléré sous l'époque Bachar el-Assad. Ça dépend de quartier et de ville. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle loi vient sortir de la part de HTC. C'est lui ou celle qui blasphème dans un lieu public sera emprisonné pendant 1 an. Donc vous imaginez? C'est-à-dire si par exemple moi je dis j'aime pas Dieu, je serai emprisonné pendant 1 an. Toutes ces lois, tous ces comportements de la part du gouvernement actuel, il faut qu'on soit très prudent et faire barrage contre eux. Or aujourd'hui malheureusement les laïcs sont très mal organisés et ils n'arrivent pas de le faire. Ce que vous me décrivez, c'est tout à fait une ambiance islamiste et la mise en place de la charia quand même. Petit à petit. Alors la charia n'est pas encore appliquée à 100% parce que la population la séparation des hommes, des femmes, le fait qu'une femme ne puisse pas se déplacer sans un mari, un frère. Non, je dis pas ça. Je dis pas qu'une femme ne peut pas se déplacer. Je dis qu'une femme et un homme qui ne sont pas liés officiellement. Par exemple, avec ma copine, si je vais en Syrie, je suis syrienne, sans qu'on soit mariés, on aura peut-être un problème. Vous voyez. Il y a beaucoup de filles alaouites, pour éviter d'être agressées, elles mettent le voile. Oui, et d'ailleurs le voile et même le niqab est très très visible, beaucoup plus qu'avant aujourd'hui en Syrie, surtout à Homs. Donc il y a tout ça, vous voyez, qui représente cette ambiance islamiste, même intégriste en Syrie. Il y a aussi la liberté politique. Regardez comment Shara était nommé, c'est-à-dire ils ont fait une conférence le nouveau dirigeant. Président par intérim, depuis peu. Voilà. Ils ont fait une conférence entre eux. D'ailleurs,
il faut qu'on reprenne l'histoire très vite, dès le début. Dès que le régime Assad est tombé, le nouveau gouvernement a promis à la population syrienne de faire une conférence nationale. Quand j'ai rencontré les dirigeants des représentants en Syrie, HTC, bien sûr, m'ont dit qu'il y aura une conférence, qu'ils répétaient tout le temps, une conférence nationale sur laquelle on va décider la constitution, on va décider le parlement, parce qu'ils ont tout dissous, ce qui est normal, parce que le régime est tombé, l'armée, etc. Or, d'un seul coup, sans consulter personne, ils ont fait une réunion entre eux. Oui. Je parle des unités militaires. Ils ont fait des élections. N'importe quoi, c'est pas une élection, c'est pas la population qui a choisi Chara. Et du jour au lendemain, moi j'ai fait la sieste. Je me suis réveillé, je trouvais qu'il y a un président. D'ailleurs, Chara, ça y est, il est le président syrien, il est nommé, il est reconnu, etc. Et là, c'est lui-même qui va sélectionner ce que l'on appelle un conseil législatif qui va construire la constitution, qui va construire le parlement, c'est-à-dire lui-même, c'est pas une d'autres. Autrement dit, il n'y a pas de participation au pouvoir, il n'y a pas de partage de pouvoir entre HTC et les autres. Et ça, c'est ce que l'on appelle la manipulation de l'opinion publique, et ça, c'est inacceptable. Donc la démocratie en Syrie n'est pas du tout pratiquée actuellement. Il y a une date d'élection pour consulter la population. Il en a été question à un moment. Hein. Rien. Là, à l'heure actuelle, il n'en est plus du tout question. Zéro date. Et il y a un truc très important, en fait, qu'il faut remarquer, qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est extrêmement grave, parce qu'au moment de ma visite de la Syrie, la plupart des gens avec qui j'ai parlé, ils sont fous de Chara, ils l'adorent. Ils l'adorent. La plupart des Syriens l'adorent. Pour quelle raison ? Alors, pour une raison très simple, c'est parce qu'ils pensent qu'il les a sauvés d'Assad. Il se trouve que ces gens simples et modestes, on les comprend, parce qu'ils pensent qu'ils regardent Chara comme un héros, y compris des membres de ma propre famille. Vous voyez, Chara, c'est le sauveur, c'est le héros, c'est le Syrien. Celui qui a débarrassé la Syrie de Bachar el-Assad, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on vient de sortir d'un demi-siècle d'une dictature. Et d'où il vient, lui ? D'où il vient ? Non, mais c'est un criminel de guerre, Chara. Moi, je ne le reconnais jamais comme un président de la Syrie. D'ailleurs, la belle d'Emmanuel Macron, on en parlera si vous souhaitez. J'allais en parler, justement. Voilà. Mais juste pour terminer là-dessus, il y a ça. C'est pour ça, en fait, c'est difficile aujourd'hui de s'exprimer, de dire en pleine Syrie que Chara n'est pas du tout le président rêvé de la révolution. Je pense que cela a besoin de temps, lorsque les gens, en général, comprennent que ceci n'est pas le président démocrate pour la Syrie. Or, il y a d'autres, évidemment, quand on parle des démocrates, les laïcs, les intellectuels en Syrie, ils ne sont pas du tout contents de Chara, ni de cette opération, et ils ont très peur. Mais même la parole de sujet, en plein public, c'est risqué, pas seulement par rapport au gouvernement, mais aussi des gens qui sont par exemple dans le café, par exemple dans un café à Homs ou à Damas. Je prends mon café et d'un seul coup je vois 5 types de HTC, ils viennent, ils m'installent autour de moi avec leur Kalachnikov, vous voyez, et ils se baladent partout et ils sont jeunes, ils ont 18 ans. Mais comment ? C'est terrible. Ce qui est le plus grave là-dedans, Anne-Emmanuel, c'est que les unités aujourd'hui qui font ces crimes, aujourd'hui on a des centaines de crimes contre les femmes, les enfants, les hommes qui étaient tués, kidnappés, agressés, etc. En posant la question au gouvernement actuel, ils disent que ce n'est pas nous. Ils disent que ce sont des unités qui ne nous appartiennent pas. Alors, comment vous pouvez dire que ce sont des unités qui vous appartiennent pas ? Comme s'ils ne contrôlaient pas la sécurité du pays, c'est ça ? Soit il faut vous dire que vous n'êtes vraiment pas le pouvoir et vous allez assumer ceci, soit vous prenez votre responsabilité. Soit c'est de la manipulation aussi de ce côté-là. On évoquait le coup de fil qu'a passé Emmanuel Macron la semaine dernière au nouveau président syrien par intérim. C'est le premier président européen à avoir pris contact avec le nouveau pouvoir. Je crois que le chancelier allemand l'a fait par la suite. Il y a une conférence internationale qui va être organisée, c'est dans 2 jours à Paris. Vous pensez que c'est bien que la France, le président français, discute avec le nouveau dirigeant syrien ? Je pense que c'est risqué. Il faut être très très prudent. Alors, la raison principale, à mon avis, pour laquelle il l'a appelé, c'est
qu'aujourd'hui, on a beaucoup de djihadistes étrangers. Et français. Et français. Au Figaro, Nadia Chiragui a fait du Figaro Magazine, oui. Le Figaro Magazine a fait un super papier là, sur le sujet, sur les djihadistes français. Et on a environ 70 djihadistes, si je ne me trompe pas, dans la région. La plupart d'eux sont dans la région d'Idlib. Mais quand on se balade à Damas ou à Homs, on voit d'autres djihadistes de Turkestan. C'est marrant. C'est pas marrant. C'est terrible. Pardon pour la question. Comment on reconnaît un djihadiste dans la rue par rapport à la langue, leur langage, entre autres, et par rapport à leur physique. C'est normal, vous voyez, quand on les voit. Les attributs les Syriens, on n'a pas, par exemple, un type de... Voilà, au niveau de physique. À travers les vêtements, à travers la barbe, à travers... La parole, et ils sont toujours entre eux, vous voyez, ils sont en groupe, ils sont très enfermés, ils refusent de parler aux autres. Et quelle est leur attitude Très agressive et très enfermée, vous voyez. Et leur projet est très, très clair. Et ces djihadistes et des autres djihadistes syriens, ce n'est pas faire tomber le régime d'Assad, mais c'est libérer Jérusalem des Juifs, libérer l'Andalousie des croisés, vous voyez, des chrétiens. Donc ça c'est très clair, et ça ils le disent d'ailleurs. Oui. Donc je pense qu'il faut regarder le coup l'appel de Macron à Charah de ce point de vue. Vous voyez. Dans cette perspective. Exactement. Il y a cette peur, il y a la sécurité française qui est menacée parce que ce gouvernement islamiste sur place, regardez par exemple l'armée syrienne actuellement, oui. il y a des officiers venant de l'étranger, des officiers djihadistes qui sont aujourd'hui des hauts officiers même. On a un Albanais, un Turc, un Jordanien, un Égyptien et un Uruguay et un Turkestan, vous imaginez? C'est-à-dire la Syrie aujourd'hui se trouve un officier qui vient depuis Ligure pour faire le djihad en Syrie, mais c'est pas pour le régime, c'est pas pour faire tomber le régime. Et quand j'ai posé la question à un des dirigeants de gouvernement, il m'a répondu, regardez la réponse et la manipulation. Il m'a dit, ces gens-là, ils étaient persécutés dans leur pays d'origine. Ils sont réfugiés chez nous, en Syrie. Nous, ils ont terre d'accueil, en fait, combattu. La Syrie, terre d'accueil des djihadistes, en fait, c'est ça, quelque part. Pour lui. Et ils ont combattu avec nous contre le régime dictatorial de Bachar al-Assad. Et ils méritent, et ils aiment la Syrie, ils méritent qu'on les donne la nationalité, qu'ils participent, qu'ils soient avec nous dans l'armée. Et il a fait la comparaison. Il m'a dit, comme toi, tu as fui le régime d'Assad, tu t'es réfugié en France, tu as où la nationalité française? Aujourd'hui, s'il y a une guerre en France, tu vas pas défendre la France? Je lui ai dit, évidemment que oui. Mais regardez la différence. C'est-à-dire, il compare un réfugié politique qui a fui une tyrannie, qui se réfugie en France, le pays de la liberté d'expression et de la laïcité, à un djihadiste qui a un projet qui n'a rien à voir avec la Syrie. C'est un djihad international et ces djihadistes le disent, ils ne le cachent pas. Très brièvement, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence internationale là, dans 2 jours? C'est que le président Macron, notamment, soit très attentif? Je pense que ce qu'on attend, et le plus important, c'est aider la population syrienne et pas le gouvernement à améliorer leur situation économique et être très très prudent. Merci Omar Youssef Souleymane d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté ce que vous avez vu et entendu. J'informe les téléspectateurs que vous sortez un prochain livre. C'est L'Arabe qui sourit, ça sort le 19 mars chez Flammarion. On aura l'occasion d'y revenir.